Et pour commencer, je suis avec Denis Gancel, bonjour. Bonjour Aurélie. Président fondateur de l'agence W. Vous venez de nous présenter la deuxième édition du baromètre Contributing. C'est en partenariat avec l'Institut CSA et le Club des annonceurs. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec cette notion de contributing que vous avez inventée l'année dernière, rappelez-moi de quoi il s'agit. Oui, alors d'abord il faut préciser qu'on a inventé le contributing avant le Covid. C'est ça. En pensant que le marketing avait fait son temps d'une certaine façon. Vous savez que le marketing a été inventé après-guerre dans les années 50 pour relancer la consommation. C'était un enjeu énorme. Et le marketing a formidablement bien marché, et presque trop bien marché, puisqu'il a débouché sur l'hyperconsommation. Et avec Gilles Deléris et les managers de l'agence et un certain nombre de chercheurs, on s'est dit, mais en fait, si on ne change pas le logiciel du marketing, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et donc, sans doute, faut-il s'intéresser à ce qu'il y a dans le moteur, dans le logiciel de la science marchande, puisque le marketing, c'est une science marchande, qui, bien entendu, reste très efficace. Et donc, il faut que le marketing demeure. Mais en revanche, il faut lui ajouter une dimension que nous avons appelée, en hommage un peu à Bernard Stiegler, qui est le chantre de l'économie de la contribution, eh bien, nous avons inventé le contributing en guise de clin d'œil avec le marketing. Alors, on va se plonger dans ce baromètre ensemble, si vous voulez bien, parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont intéressé. C'est très, très dense. Il y a tant mieux. D'abord, 84% des Français pourraient abandonner une marque qui ne se comporte pas de manière responsable. Mais ça veut dire quoi, se comporter de manière responsable aujourd'hui pour une marque ? Oui, alors ça, c'est un des principaux enseignements de cette étude, c'est le dégagisme du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur qui jusqu'à maintenant était assez passif, Frédéric Becbédé l'a décrit dans 99 francs, le consommateur était considéré comme une cible et donc on devait tirer dessus. Vous vous souvenez de la ménagère de moins de 50 ans et tout ça était quand même pas très obligeant pour le consommateur. Aujourd'hui, le consommateur, il a le clic assassin parce que la technologie lui donne un pouvoir et donc le pouvoir s'est déplacé. Il était du côté des marques incontestablement. Il est aujourd'hui de son côté. Et il a bien l'intention de l'utiliser. Et c'est pour ça que je parle de dégagisme. C'est que les marques qui ne seront pas au rendez-vous, eh bien, le consommateur les sanctionnera, soit d'un clic, soit tout simplement n'achetant plus. Mais sur quels critères il se base pour dire telle marque est responsable et telle autre ne l'est pas ? Alors, ce ne seront pas des critères d'appréciation ni de perception, ce sont des critères de preuve. Et c'est ce que l'on voit sur le tout durable que tout le monde a préempté aujourd'hui. Toutes les entreprises sont en train de se transformer pour aller vers ce tout durable. Le consommateur, il va juger sur pièce. C'est ce que dit l'étude aussi, notamment en matière d'environnement. Et il va juger aussi par rapport aux parties prenantes et aux ONG et aux observateurs. Vous savez que cette semaine, on a annoncé que l'Office d'inspection sur les crimes contre l'humanité, le bureau d'enquête du parquet, se saisissait de recel de crimes contre l'humanité pour un certain nombre de marques qui faisaient travailler ou qui seraient accusées de faire travailler des travailleurs ouïghours. Ça a l'air de rien, mais ce sujet devient grand public et les contre-pouvoirs deviennent aujourd'hui relayés par les médias. C'est suffisant pour qu'un consommateur quitte une marque. Mais bien sûr. Quand vous portez la marque en question ou une des marques en question, vous vous posez la question. Quand Madame Pompili, ce matin, sur toutes les chaînes, fait un name and shame et donc nomme des marques qui ne sont pas au rendez-vous des engagements qu'elles ont pris il y a 5 ans sur le tri des déchets, vous vous posez des questions. Et donc le consommateur, il reçoit ces informations. Il est devenu aujourd'hui très éduqué et... c'est un autre item qui ressort de ce baromètre, c'est qu'il est devenu donc de plus en plus exigeant, il attend du sens. Et ce sens, c'est quoi ? C'est les engagements tenus. C'est Cap Ferrer qui disait autrefois une marque, c'est une promesse tenue. Et donc voilà, il attend que les engagements soient tenus. Et puis il attend, peut-être on y reviendra, une néo-proximité. C'est-à-dire qu'il veut que la marque soit à côté de lui. Et puis lui, il veut être à côté de la marque, on y reviendra peut-être. Ouais. Alors, il y a aussi 23% des Français qui pensent que les grandes entreprises sont les acteurs les plus à même de changer de la société aujourd'hui. C'est une hausse de 2 points par rapport à 2020. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les marques, elles ont une vraie responsabilité. Alors, je sais que c'est une question qui revient souvent, mais quasi politique. Oui, c'est un mot que je n'aime pas. Oui, j'imagine. Parce que je pense que c'est un mélange des genres et dans une démocratie, il ne faut pas jouer avec ça. C'est-à-dire que je pense que les marques soient citoyennes, c'est incontestable, qu'elles aient une contribution sur l'intérêt général, très bien. Qu'on commence à vouloir jouer avec les mots en disant que les marques deviennent politiques, je pense que ça les fait rentrer dans une sphère qui n'est pas la leur. Et je pense que les marques, quoi qu'on en dise, relèvent de l'intérêt privé et il ne faut jamais l'oublier. En revanche, par rapport aux items que vous évoquez, avant les grandes entreprises, le consommateur dit « nous sommes, nous, la force de changement principale ». Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que qu'est-ce que dit le consommateur ? Il dit la consommation n'est pas le problème, c'est la solution.
C'est ça que dit cette étude. Et ça, c'est très réconfortant pour les dirigeants. Vous savez que s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas de croissance, on va vers le chômage et on va vers la violence, les guerres, et on sait bien où conduit la récession. La très bonne nouvelle pour l'exécutif, c'est que le consommateur dit dans cette étude, 2 consommateurs sur 3 disent « nous consommerons autant dans 5 ans ». Alors, ceux qui sont des tenants de la décroissance peuvent se lamenter. Moi, je m'en réjouis. Simplement, ça met toutes les marques et les consommateurs face à une responsabilité qui est quelle est cette nouvelle consommation qu'il faut inventer. Parce qu'elle sera là, la consommation. Simplement, ce sera ni une consommation qui va vers l'hyper-consommation, ni une décroissance en disant on se bride. Donc il y a quelque chose là qui est à inventer et le consommateur est en train d'inventer devant les gouvernements et devant les chefs d'entreprise. Il dit c'est nous qui allons changer la société. Donc j'insiste, on va voir la consommation autrement. La consommation, c'est pas simplement un élément, un item économique. Et le consommateur n'est pas simplement un agent économique, c'est un agent profond de changement de la société. Oui, mais je suis d'accord avec vous sur le point de vue, il ne faut pas que l'entreprise devienne politique. Et en même temps, quand on parle d'entreprise à mission, est-ce qu'on ne les induit pas un peu dans ce champ-là ? C'est autre chose. L'entreprise à mission, qui est un héritage de la loi Pacte, qui est une avancée formidable, alors que le reporting, et vous le savez mieux que personne, est devenu trimestriel, donc on est dans une folie de court terme, c'est de proposer une proposition. La loi n'impose rien, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de proposer à notre entreprise de voir plus loin et de se fixer une mission qui peut être à 15 ans, qui est à 20 ans, avec précisément des parties prenantes, avec des observateurs extérieurs qui sont garants de la promesse tenue. Et ça, c'est intéressant, parce que ce n'est pas l'entreprise qui s'auto-certifie. Ce sont des parties prenantes, des audits externes, qui vont voir si l'entreprise est bien dans l'axe de sa mission, dont on sait bien qu'aujourd'hui, la mission doit être incontestablement sociétale. C'est le mot politique qui me fait réagir. Je pense que c'est, encore une fois, on a la chance d'être dans une démocratie, on est dans un paradoxe incroyable. Le consommateur, c'est 100% de participation. Le citoyen, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 20% de participation aux dernières élections. Donc ça m'invite d'ailleurs à dire aux politiques, peut-être apprenez à mieux comprendre le consommateur, vous comprendrez mieux le citoyen. Alors, sur quel levier, une fois qu'on a dit ça, sur quel levier est-ce que peuvent agir les marques sur le plan sociétal ? Parce que le champ est vaste, donc est-ce qu'il faut qu'elles agissent sur le plan, je sais pas, de l'inclusion, sur le plan de l'environnement ? Les attentes des consommateurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Comment est-ce qu'ensuite elles communiquent ? Parce que c'est bien beau de faire des choses, mais encore faut-il pouvoir le dire et l'expliquer aux consommateurs si on veut derrière effectivement déclencher l'acte d'achat. Oui, alors d'abord, ça dépend du secteur dans lequel vous êtes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi intangible de ce qu'il faut faire dans l'absolu. Tout ça est relatif quand vous êtes dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la santé, qui sont les secteurs qui sont les plus attendus avec l'alimentation, qui sont les secteurs dans le baromètre où il y a le plus d'attentes par rapport à l'engagement sociétal. Évidemment, vous devez d'abord tenir compte de la spécificité de votre secteur. Après, on peut donner quelques recommandations à ceux qui sont en train de se transformer vers ce tout durable. C'est d'abord de se fixer des objectifs réalistes. C'est intéressant de voir ce qui se passe dans l'industrie automobile. On a commencé par dire 2030, et puis là, on commence à dire 2030, ça va être un peu juste. C'est un peu juste, on va peut-être faire 2035. Le consommateur et les parties prenantes ont très bien compris ça, que à l'échelle d'une industrie comme l'automobile, ça ne pouvait pas se faire en un claquement de doigts. Donc je pense qu'il y a une grande maturité aujourd'hui du consommateur. Le consommateur, il attend quoi ? On l'a dit tout à l'heure, il attend que les promesses et que les engagements soient tenus. C'est pour ça que le name and shame de Mme Pompili va être efficace. C'est que aujourd'hui, on disait souvent, il ne faut pas se faire prendre par la patrouille. Eh ben, les marques aujourd'hui, elles sont en train de se faire prendre par la patrouille. On le voit bien. Le purpose washing, ça ne peut plus marcher. Non. Alors là, ce que l'on dit à nos clients tous les jours, on leur dit, écoutez, fixez-vous des objectifs atteignables. Ça ne sert à rien de promettre la lune si vous ne pouvez pas. Au contraire, ça va se retourner contre vous. Ça, c'est le sujet du boomerang. Et puis, il y a quelque chose qui m'est cher, c'est la stratégie du jalon. C'est-à-dire, dites les bouées de passage de votre transformation. Et dites-les, prenez des engagements. Et lorsque vous passez une bouée de passage de votre transformation, vous devez communiquer sur ces jalons, parce que d'abord, c'est source d'encouragement, c'est source de progrès. Et donc, cette communication informative, au bout du compte, elle devient transformative. Alors, dans les leviers, justement, pour les marques qui sont cités en premier, évidemment, il y a tout ce qui est engagements environnementaux, évidemment, ça semble logique. Il y a aussi beaucoup le Made in France qui est cité à 90% des consommateurs qui déclarent qu'ils seraient prêts à changer de marque pour une marque Made in France. Sauf que quand même, à un moment, je pense qu'il y a la réalité et de l'offre et des prix qui s'imposent. Oui, alors il y a une notion à comprendre au-delà du Made in France. Parce que le Made in France, c'est un peu quelque chose
vision un peu passéiste, un peu quand vous allez au salon du Made in France, moi j'adore ceux qui le font, hein, donc vous avez les jouets en bois du Jura, vous avez quelque chose qui est un peu contre-intuitif par rapport à la mondialisation, aux besoins d'innovation, aux besoins de nouveauté du consommateur. Je pense que ce qui est intéressant du message qui nous est envoyé à travers ce baromètre, c'est ce que j'appelle la néo-proximité. Et le Covid nous a beaucoup aidé à comprendre ce qu'était que l'attente de proximité. Le consommateur dit aussi dans cette étude, je veux être aux côtés des marques, je veux participer, je veux que la marque organise vis-à-vis de moi un côte à côte. Je ne veux plus du surplomb, la marque qui me regarde de haut et qui me tire dessus comme une cible. La question pour les marques et pour les entreprises, c'est d'inventer cette néo-proximité. De quoi est-elle faite ? En fait, grâce à Amazon, il faut le dire, on a appris que la proximité, ce sentiment de proximité, n'était pas lié à la géographie. Non. C'est pas parce que vous êtes au coin de la rue. C'est un peu contradictoire avec le Made in France, du coup. Oui, c'est certain. Alors, il y a quelque chose. C'est pour ça que je parle de la proximité, parce que le Made in France est quelque chose que, vous savez, les consommateurs sont prêts à l'accepter s'il ne dépasse pas 10% du prix. Oui. Voilà, au-delà de 10% du prix, on décroche du Made in France. Voilà. Donc, je pense que le consommateur sera plus attaché en réalité à cette néo-proximité, qui est en fait une néo-proximité efficace, qu'il faut inventer grâce à la technologie. C'est ça qui est intéressant, dans lequel il faut mettre l'humain à sa juste place, parce qu'on en a marre du tout digital, des murs de robots, aussi de déporter la peine, ou on va dire le service, sur le consommateur. On en a marre de tout faire. On a envie de retrouver quelque chose qui fait qu'on nous facilite la vie. Encore une fois, un certain nombre de marques ont réussi à relever ce challenge grâce à la technologie. Alors, parmi les autres trucs qui m'ont intéressé, moi, il y avait des secteurs d'activité qui étaient notés dans votre étude, et j'ai trouvé que les Français étaient très durs vis-à-vis de l'industrie, qui serait un peu à la traîne. Mais en même temps, vous parliez tout à l'heure du secteur automobile. Enfin, voilà, on sent bien que l'industrie aussi, elle est engagée dans cette transition-là. Elle est engagée à tous les niveaux où elle peut l'être, en fonction de son secteur, évidemment. Mais est-ce que c'est que les Français ne sont pas suffisamment informés aujourd'hui sur les efforts qui sont faits par l'industrie ? Oui, c'est un paradoxe. Moi, je pense que, comme vous le savez, on a perdu notre vitalité industrielle. On est à 15%. Et donc, il y a une âme industrielle du pays que nous avons perdue, en particulier dans les grands bassins d'emploi qui étaient des grands bassins industriels comme le Nord, comme autour de la région lyonnaise, etc. Moi, mon sentiment, c'est qu'on va retrouver ça. Mais on ne va pas le retrouver comme autrefois. C'est-à-dire que les grandes industries qu'on a pu connaître, qui étaient extrêmement polluantes et donc qui étaient extrêmement invasives, seront et sont rejetées par la population. Ces industries-là vont être considérées comme non acceptables, notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents industriels, notamment ces derniers temps. Et donc, je pense qu'on va revenir à une industrie, grâce à la technologie, là aussi avec beaucoup plus de proximité. Je pense qu'il y aura peut-être moins d'industrie, mais plus de manufacture. Et ça, c'est très français. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec Michelin, qui est quand même un emblème magnifique de notre savoir-faire français, eh bien, chez Michelin, on vous dit, nous avons le culte du travail bien fait. C'est ce que disait Édouard Michelin à une époque. Eh bien, je trouve que c'est très juste. Nous avons envie tous d'être fiers de notre savoir-faire, qui sera peut-être fait dans des entreprises de moins grande taille, évidemment au rendez-vous de la responsabilité et des critères environnementaux, et avec un très fort potentiel de technologie. C'est ce que les Fab Labs aussi nous ont appris. Tout ça est venu des États-Unis, mais on sait bien que là où il y a des Fab Labs et il y a de la technologie, on peut rapprocher l'industrie, y compris des zones habitées. Alors, il y a 45% quand même des Français qui, quelles que soient leurs attentes, n'arrivent pas à citer spontanément de marques qui contribuent réellement à améliorer la société dans laquelle on vit. C'est 11 points de moins que l'année dernière. Alors déjà, je ne sais pas ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année. Mais surtout, est-ce que ça veut dire qu'ils sont convaincus que les marques changent la société d'un côté, et de l'autre, en fait, ils ne savent pas citer de marque. Enfin, j'ai du mal à comprendre quel est le... Je pense qu'on est au début de l'histoire. On est au début de l'histoire de la communication responsable. Chacun cherche sa tonalité. C'est très frappant. Hein. On a parlé ensemble de la mode du good, et donc tout le monde s'y met. Donc peut-être que le consommateur se méfie aussi par rapport à ce greenwashing que vous évoquiez, avec voilà, la vitrine est belle, mais il ne faut pas trop aller regarder derrière. Peut-être ce chiffre que vous évoquez de 45% est à rapprocher du 6% des Français qui considèrent que ma marque est en conversation avec moi. Ça, c'est quand même très troublant. Et il n'y a que 6%. 6%, c'est tout ? Oui, 6%. Ah ouais. Mais ça vient du marketing. Ça vient d'une posture de marque qui est « je suis en surplomb et je vais m'adresser à mon consommateur comme une cible et comme un client final sur lequel je vais bombarder des messages ».
le consommateur, il le dit de façon extrêmement explicite dans cette étude, il ne veut plus de ça. Voilà. Il dit c'est fini. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les marques, elles conversent tout le temps avec leurs consommateurs, elles fournissent du contenu, elles sont sur les réseaux sociaux, elles sont... Oui, mais la question fondamentale, c'est celle que vous avez adressée là, c'est quelle place je laisse au consommateur. Je le dis à mes clients tous les jours. Le benchmark, ça suffit pas. Faire des personas, ça suffit pas. Faire des pré-tests ou des post-tests, ça suffit pas. Aujourd'hui, il faut co-créer avec le consommateur. C'est pas de la démagogie. C'est que si vous ne le faites pas, si vous n'organisez pas une présence effective des consommateurs en essayant de mieux les comprendre, mieux comprendre leurs attentes, vous ne serez pas au rendez-vous de l'histoire. Je le pense vraiment. Les outils que nous avons aujourd'hui, qui sont des outils un peu classiques, sont insuffisants. Je pense qu'il faut les puiser, par exemple, dans le design thinking, qui est une technique extraordinairement performante. Ce n'est pas une technique qui est née de la publicité, c'est une technique qui est née de l'innovation. Je pense que ça, c'est formidable. Nous faisons ça chez W, mais d'autres acteurs le font. On est frappé de ça, c'est qu'il y a un tel besoin d'innovation, d'innovation. Simplement, au cœur de cette innovation, il faut placer l'usage, l'expérience et donc le client. C'est peut-être plus facile pour des marques jeunes d'être en conversation avec leur communauté. Oui, je pense qu'il y a moins d'inertie. Il y a un vrai sujet par rapport à l'interne. On a eu des expériences dans l'histoire de W où il ne faut pas que l'innovation avec des équipes externes soit mal prise par l'interne. Et donc la question, c'est l'empowerment de l'interne, en disant quels outils je mets en place pour dire mais on va y arriver nous-mêmes. On ne va pas appeler un cabinet Théodule pour apporter des idées extérieures. Et si on était capable de le faire nous-mêmes? Et l'inclusivité des clients dont je parlais, elle est valable aussi pour l'interne. Pour une raison simple, Aurélie, c'est que l'interne est aussi consommateur. Voilà. Ça, souvent les premiers consommateurs de la marque. Mais oui, quand on a la chance d'avoir 150 000 personnes à bord dans une grande entreprise, ou même dans une PME, ou même dans une ETI, si vous regardiez vos collaborateurs comme autre chose que des employés, mais aussi des consommateurs et des usagers de votre marque ou des marques, laissez-leur leur place, écoutez-les, et vous innoverez plus facilement. Alors qu'il y a quand même des consommateurs qui citent des marques spontanément. Alors parmi les marques qui sont citées spontanément, c'est très très divers. Il y a Danone, EDF, Leclerc, Biocop, Amazon, Engie, Carrefour, Amazon, Peugeot, Apple, Veolia, SNCF. Est-ce que ça veut dire que les engagements des marques sont finalement pas assez lisibles aujourd'hui et du coup on a quelque chose qui n'a pas vraiment de cohérence? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des marques qui sont très sincères et qui sont engagées dans ce mouvement responsable depuis très longtemps. J'observe d'ailleurs que beaucoup des marques que vous avez citées sont des marques qui contiennent leur programme dans leur nom. C'est le cas de Biocop, c'est le cas de Jardiland, c'est le cas de Gamme Vert, c'est le cas du Bon Coin. Cette néo-proximité dont je parlais, cette posture éthique est déjà marquée dans le nom. Ça, c'est intéressant. La deuxième chose, c'est qu'il y a des marques plus importantes que vous avez citées, comme Carrefour, comme la SNCF, comme EDF, qui se sont engagées dans une transformation avant tout le monde. Et donc, la transition alimentaire chez Carrefour, par exemple. Non, mais il ne faut pas s'étonner que le consommateur, quand même, s'en aperçoive. Et donc, il le note. Et donc, grand bien leur face et bravo. Donc, j'allais dire bravo aux vainqueurs et danger aux vaincus. C'est ça qu'il faut aussi voir à travers ce que vous avez évoqué tout à l'heure en disant qu'aujourd'hui, à 84%, le consommateur est prêt à sanctionner celles qui ne sont pas nommées, parce que je suis convaincu que le consommateur se détournera de ces marques-là. D'où l'importance de pouvoir communiquer et bien entendu de prendre les engagements qui vont bien. Alors justement, vous avez fait le classement des marques les plus contribuantes. Donc effectivement, dans le haut du classement, il y a Biocop, Le Bon Coin, Jardiland, Pfizer, Vinted ou Gamme Vert. A contrario, dans les secteurs les moins bien notés, on trouve des opérateurs de téléphonie mobile, des banques, des transporteurs, des acteurs de l'énergie. Et c'est là où, encore une fois, je me pose la question du degré d'information réelle du consommateur. Parce que les banques, par exemple, elles sont là pour financer aussi la transition des entreprises. Elles ont des programmes ISR. Donc, le regard du consommateur reste quand même défiant vis-à-vis de ces établissements-là, qui pourtant, je pense, prennent leur part aussi de ces transformations. Oui, la question, c'est les consommateurs le savent-ils? Et quel travail font ces institutions, ces banques et ces marques pour rendre témoin le consommateur de leur progrès? Encore une fois, les consommateurs n'attendent pas que les marques disent voilà, ça y est, on est totalement vertueux, c'est formidable. Pas du tout ça. Ils attendent au contraire un discours de vérité en disant écoutez, c'est difficile. Apple le fait magnifiquement bien, par exemple. La prise de position d'Apple sur l'aspect responsable commence par dire nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire. Voilà cette attitude humble qu'attend le consommateur. Il le dit, il le crie dans le baromètre. Et donc,
si j'avais quelques recommandations à faire pour les marques, en disant qu'est-ce que je fais, la première chose, c'est d'avoir conscience que nous sommes, je crois, à un moment de bascule assez historique sur le changement de statut du consommateur. Voilà. Il n'est plus celui que l'on a travaillé depuis 70 ans. Il a changé. Est-ce que vous le connaissez aussi bien que vous le croyez? Est-ce que vous avez les bons outils pour le comprendre? Sa psychologie, c'est extrêmement important de mieux le connaître. Une fois que vous le connaissez mieux, eh bien, il faut lui laisser une place. Il faut lui laisser une place dans votre organisation. Et pas simplement dire oui, j'ai fait le pré-test, c'est bon, on va y aller. Non, il faut être en permanence en contact avec le consommateur pour organiser ce côte à côte. Et puis dernier point, c'est cette stratégie du jalon qui m'est chère. C'est le fait de dire voilà, on se fixe un objectif. Test and learn, hein, comme dit ma fille, c'est important. C'est pour ça que j'ai aimé l'initiative d'Olivia Grégoire sur la plateforme Impact. Voilà, c'est nouveau dans le contexte français. C'est mettez vos données sur une plateforme à Bercy et puis comparez-vous et puis on va essayer. Voilà, nous on s'est mis sur cette plateforme pour progresser. On s'est pas mis sur cette plateforme pour faire les malins et pour dire qu'on était les meilleurs. Non, on s'y est mis pour dire ça va nous obliger à progresser. Et je pense que toutes les entreprises de France devraient y aller. Est-ce qu'elles doivent, les entreprises, finalement choisir un cheval de bataille? Parce qu'on ne peut pas être à la fois bon partout. Donc est-ce qu'elles doivent, en fonction de leur secteur, se dire ma priorité, c'est X ou Y action? Oui, vous avez raison, c'est une sorte de cantonnement. Vous avez la phrase de Bourbon-Busset qui dit « Les rives sont la chance du fleuve, en l'enserrant, elles l'empêchent de devenir marécage ». C'est une jolie phrase qui résume beaucoup la stratégie des entreprises. Oui, il faut choisir son combat. C'est pour ça que je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée de l'entreprise politique, parce que là, on est dans un marécage illégitime. Qu'est-ce que vient foutre l'entreprise dans la politique ou dans le politique? Je pense que c'est un abus de langage, et donc il faut faire très attention. Mais en revanche, à chaque fois qu'une entreprise, c'est le cas d'Arkema avec les matériaux, par exemple, ou c'est le cas de l'industrie automobile sur les sujets d'environnement avec des critères de zéro émission de façon très tangible et vérifiée. À chaque fois que l'entreprise choisit son combat, elle est dans le vrai. Et c'est intéressant, c'est ce combat-là et rien d'autre, parce qu'on ne peut pas tout faire, et c'est déjà très bien. Elles doivent être précurseurs du changement ou elles doivent accompagner le changement? Elles doivent proposer le changement. En tout cas, elles ont compris, parce que ça c'est aussi notre nouveauté, c'est que le changement, le responsable, le vert, l'écologie, a été souvent considéré au titre de la RSE comme une norme extérieure qui était imposée à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce que faisaient les entreprises? Je suis autour des années 2000. On mettait 2-3 personnes dans un bureau en disant tu me fais le rapport développement durable, mais surtout tu ne touches pas à mon business model. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que c'est totalement le mouvement inverse qui se produit, qui est un mouvement merveilleux de transformation et qu'il faut soutenir. C'est des entreprises qui, de l'intérieur vers l'extérieur, ont décidé de se transformer pour des raisons objectives de business. Si elles ne se transforment pas, elles seront en danger de mort. Elles le savent, elles n'auront plus de clients. Voilà. Donc, et la société les éjectera. C'est ce que dit le baromètre. Voilà. Le consommateur considère qu'il est le principal levier de changement de la société, avant les gouvernements. Voilà. On peut le regretter, mais c'est un fait. C'est pour ça que je dis, et si la consommation était la solution et pas le problème. Je le crois vraiment. D'autant plus que finalement, les consommateurs disent qu'ils vont continuer à acheter. 62% des Français prévoient de consommer toujours dans 5 ans, ce que vous disiez tout à l'heure. Finalement, ça veut dire que le champ d'action, il est réel. Le porte-monnaie restera toujours un très bon moyen d'agir, en fait. Aurélie, l'INSEE dit 6% de croissance cette année. Ouais. Et je pense moi je suis d'accord avec Nicolas Bouzou, on est au début des 10 glorieuses. C'est ça qu'il faut préparer. Et la question, c'est comment on considère le consommateur et comment on accélère la transformation sans que la machine s'emballe trop, parce qu'il y a des équipes internes aussi auxquelles il faut penser. Je suis frappé, il n'y a jamais eu autant de communication, de changement à l'intérieur des entreprises, parce que quand on a un effectif, il faut qu'il évolue. Et ça n'est pas... On a affaire à une mutation. Voilà. Et ce matin, je travaillais avec un client sur le sujet de la communication de l'innovation. Tout le monde dit j'innove, très bien. Oui, une fois qu'on a dit ça. Oui, voilà. Et comment arriver à trouver des aspérités? Et pour nous, je ne veux surtout pas avoir l'air de donner de leçons, parce que nous devons balayer devant notre porte. Nous, communicants, publicitaires, spécialistes de marque, que sais-je. En tout cas, nous, agences. Car le consommateur, et j'en termine, je ne veux pas le faire parler trop, mais c'est intéressant, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il demande? Il veut une néo-créativité. Il veut ni une communication mormon en disant on va s'auto-flageller, on arrête tout, parce qu'on a bien vu que la machine allait s'arrêter, ni une communication de jouisseur en disant il est interdit d'interdire et je veux m'éclater comme avant. Non, il est d'accord pour dire, c'est aussi dans l'étude, de garder un hédonisme.
Il ne renie pas son hédonisme. Il veut se faire plaisir. Il dit oui, je veux continuer la chaîne d'impulsion. Oui, je veux qu'on me livre plus tôt, avec une durée plus tôt. Alors très bien, ok. Mais alors nous, qu'est-ce qu'on invente comme créativité responsable? Voilà notre responsabilité. On y travaille dans le cadre des États généraux de la communication, dans le cadre de tous les organismes collégiaux. Donc selon vous, il reste de la place quand même pour la créativité. On ne va pas se retrouver avec des campagnes ennuyeuses qui sont un peu moralisatrices sur achetez-moi parce que je suis responsable. C'est la transposition de ce que dit Jean Covici dans le domaine de l'énergie, en disant vous avez vu que sur l'énergie, on a régressé de 2 siècles avec les moulins à vent. On y revient. Voilà. Moi, j'ai pas envie de revenir au moulin à vent de la communication, c'est-à-dire à l'information de grand-papa. Non, je pense que si on n'est que dans une communication informative, on va renier tout ce que nous avons. En plus, il y a un génie français entre Havas, Publicis et toutes les agences et tous les groupes. Enfin voilà, il y a une French touch extraordinaire. On l'a vu au Canyon cette année pour une fois. Hein, eh ben oui, alors on s'excuse auprès des autres. On a perdu contre la Suisse, mais on a quand même gagné. On a quand même gagné un peu. Voilà. Non, mais je pense qu'on a la France et l'Europe, mais la France en particulier, de par son génie créatif. Et si on inventait la nouvelle pub et la nouvelle communication, le nouveau comportement des marques, qui est une communication qui doit être en aucun cas chiante, en aucun cas triste. Et grise, pitié, quoi. Voilà, mais elle doit être responsable, voilà. Et donc moi je me félicite que des organismes comme la RPP, soient plus vigilants. C'est nécessaire, voilà. Je dis à mes clients, vous savez, le partenaire qui vient d'arriver là dans nos relations et dans nos travaux, c'est l'avocat, voilà. C'est l'avocat et c'est normal, c'est légitime, c'est le légal. Parce que si on fait fi de l'avocat, si on fait fi des règlements, si on fait fi des lois, alors le consommateur ne sera pas au rendez-vous, voilà. Mais c'est nouveau ça. Vous l'aviez pas avant? On ne l'avait pas on ne l'avait pas dans les phases de conception. On ne l'avait pas exactement pareil. C'est une vraie remise en cause de nos métiers, parce que c'est un partenaire qu'on n'aime pas beaucoup, parce que c'est un peu l'antithèse de la créativité. Oui, on dit c'est un remède à la créativité. Voilà, c'est un tue-l'amour. Donc on n'a pas tellement envie de ça. Mais en revanche, je pense que c'est nécessaire au titre de la responsabilité. Et vos clients, ils sont prêts aujourd'hui à accepter ça, à se dire, allez, je fais plus de la communication comme avant, je remets tout à plat, je repars. Ils sont déjà tellement en transformation, est-ce qu'ils sont prêts à aller dans la transformation aussi dans leur communication? Ils nous le demandent en tout cas. Ils nous le demandent et ils sont un peu comme Godard, qui disait, il faut chercher mon vieux, il faut chercher. Ouais. Nous on cherche. Mais la nouveauté, c'est qu'on cherche vraiment avec eux. Voilà, on n'est plus l'agence qui dit, écoutez, voilà, j'ai pris le brief. Moi, je dis ça dans les écoles dans lesquelles j'enseigne. Je prends le brief, je reviens vous voir dans 3 semaines, 1 mois. Et là, attention, badaboum, on va fermer les yeux et ça va être l'extase. Plus personne ne travaille comme ça. On travaille en co-construction, on fait des look in the kitchen, comme on dit dans le métier. C'est quoi ça, des look in the kitchen? Des look in the kitchen, c'est vous voulez venir voir comment on travaille et venez à l'agence où on vient et vous allez voir le travail en train de se faire. Voilà. Après tout, il y a Top Chef et on voit comment sont faites les recettes. Je vois pas pourquoi nous, on aurait la théorie du mystère. C'est un peu anachronique. Bon, je viendrai voir alors. Oui, vous êtes les bienvenus. Merci tout le monde, beaucoup. vous êtes tous les bienvenus. Denis Gancel, président fondateur de l'agence W, merci. Merci Aurélie.